Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour un autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion, mais aussi c'est le décryptage au quotidien de l'actualité. Évidemment, dans ce nouveau numéro et dans cette première partie, nous parlerons de la grève syndicale, ou sinon, si vous voulez, du monde syndical, notamment du SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, qui menace de boycotter la rentrée prochaine si le gouvernement ne venait pas à faire reprendre les négociations et donne comme date limite justement de cette menace le 23 septembre prochain. Justement, la démarche guerrière du SLEG sera-t-elle payante pour elle? Là-dessus, nous allons en parler tout de suite. Et puis, en parlant toujours du SLEG qui aussi vient de désavouer la mission du BIT qu'elle qualifie de partisane et en faveur du gouvernement tout simplement. Le SLEG, ici représenté sur ce plateau par son responsable de communication, en même temps porte-parole de la commission de négociation du SLEG avec le gouvernement. Il s'agit de Bangoura Mohamed dit Roméo. Roméo, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci à vous et bien chose à la télévision Gangan et à vos millions de spectateurs. Merci surtout de la disponibilité. Je rappelle aussi que dans la deuxième partie de cette émission Café Débat, nous nous focaliserons sur les sujets qui continuent à défrayer la chronique, à faire l'actualité, notamment la crise à la Cour constitutionnelle. Malgré l'entêtement des 8 conseillers, on dirait même des 8 omniscients de la Cour constitutionnelle, face à l'unanimité des dénonciations de l'insuffisance de leur action, il y a justement le barreau qui a fait un point de presse hier et qui à son tour a mis à nu les insuffisances de la démarche de ces 8 conseillers qui décident de destituer que les façades à la Cour. Pendant ce temps, un sitting qui s'est tenu ce matin par le balai citoyen devant la Cour pour attirer leur attention et, disent-ils, barrer la route à ce projet, on va dire, anticonstitutionnel. Et nous parlerons évidemment de l'autre crise autour du port autonome de Conakry, avec l'interpellation hier du responsable syndical des travailleurs du port qui, ce matin aussi, a été présenté au procureur de Kaloum de tous ces sujets. J'en parlerai avec Sekou Jamal Pendessa et Sourikandia Bangoura, mais dans la deuxième partie de l'émission. Déjà et à l'instant, on va faire face à Roméo Bangoura. Vous êtes porte-parole de la commission de négociation du SLEG quand vous êtes en négociation et habituellement vous êtes responsable de communication du SLEG. Cette nouvelle menace du SLEG, une nouvelle posture guerrière encore du SLEG, on a l'impression que vous êtes toujours va-t-en-guerre maintenant. Et pourquoi la raison de cette menace? On vous a vu hier après une réunion dire que vous allez boycotter la rentrée prochaine si jamais les négociations ne reprennent pas. Est-ce qu'elles ont été arrêtées? À quel moment? Par qui? Bien, d'abord, nous ne sommes pas un syndicat va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas dans la posture de vouloir faire de la force notre leitmotiv, mais plutôt l'objectif que nous nous sommes fixés en tant que bureau exécutif national et en tant qu'interlocuteur de l'ensemble des enseignants de la République de Guinée vers le gouvernement. Nous avons déclenché, comme vous le savez, en novembre 2017, une grève demandant le paiement des 40% qui, de façon arbitraire, nous avait été arraché. Donc, provoquant du coup la baisse de la valeur du point d'indice monétaire qui, de 2030, s'est retrouvé à 751. Après multiples négociations avec la société civile, les parents d'élèves, ainsi que les hommes religieux, je vais parler du premier imam de la mosquée Faisal et de l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, nous avons obtenu la suspension de la grève. Alors, dans cette suspension, il était question de payer en 2 tranches les 40% qu'on avait réclamé dans la plateforme revendicative. Mais plutôt que
de trouver des voies et moyens sur le comment les 40% allaient être payés en 2 tranches, parce qu'au départ, nous avons demandé le paiement en 2 tranches. C'est-à-dire, fin décembre, 20%, fin décembre 2017, 20%, et janvier, et mars 2018, 20%. Mais fort malheureusement, le gouvernement n'a pas pris cela en compte. Oui, pour ne pas durer dans le rappel historique, tout ce problème est quand même résolu aujourd'hui, c'est derrière nous. Oui, il est résolu aujourd'hui. Pour pouvoir connaître réellement les raisons pour lesquelles il y a encore la menace d'une nouvelle grève, il faut faire recours à l'histoire. Bien. Pour comprendre le véritable fondement même de l'amertume qu'éprouvent aujourd'hui les enseignants de la République de Guinée dans les grandes majorités. Alors plutôt que de trouver des voies et moyens afin de pouvoir dégager ces problèmes et de permettre à nos apprenants de suivre normalement les cours, on a préféré faire des coups bas, par des intimidations, par des arrestations arbitraires, ou encore par la mise en place d'obstructions syndicales dans le seul but de freiner l'élan de l'ensemble des enseignants de la République. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, Dieu étant du côté de la vérité, cela a encore galvanisé l'ensemble des enseignants de la République de Guinée qui, le 12 février 2018, ont encore déposé une plateforme revendicative demandant cette fois-ci le paiement intégral des 40% avec effet rétroactif et le salaire de base minimum de 8 millions pour tout enseignant, conformément à l'article 100 du statut particulier de l'éducation qui a été ratifié en juin 2006 par feu le général président Lansana Conté. Donc voici un peu l'historique de cette grève qui pointe à l'horizon. Bien. En la faveur du protocole d'accord du 13 mars 2018, il était question de l'ouverture d'un couloir de négociation. Je dis bien l'ouverture d'un couloir de négociation autour du salaire de base minimum de 8 millions. Alors, les négociations devraient commencer le 2 mai et prendre fin le 25 du mois de mai 2018. Mais fort malheureusement, il y a eu un retard de 2 jours. Alors, lorsque nous avons ouvert ce couloir, il a été constaté que certains points du protocole d'accord du 13 mars ont été violés. Lesquels c'est-à-dire la non-poursuite judiciaire des enseignants pour faire de grève, la non-mutation arbitraire des enseignants pour faire de grève. Cela a été violé non seulement par le ministère en charge de l'éducation nationale, mais aussi par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Où des enseignants de l'université de Kindia se sont vus suspendus ou démis de leurs fonctions de responsabilité au sein de cette université pour faire de grève. Et certains même se sont vus mutés arbitrairement pour faire des grèves. Et c'est ce que nous avons appelé les préalables. Alors, puisque le protocole d'accord du 13 mars le stipulait ainsi, il fallait que la partie gouvernementale passe par tous les moyens afin de pouvoir rester dans l'esprit du protocole d'accord. Parce que le non-respect du protocole d'accord entraîne des frustrations, entraîne des mécontentements, ce qui produit ici la grève. Et c'est ce qui a fait tâtonner un peu le début des négociations récemment. Et le gouvernement avait satisfait ces préalables. Jusqu'à maintenant, seul le ministère en charge de l'éducation nationale a pu évacuer un certain nombre de préalables. Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire du côté de Kissidougou, le camarade secrétaire général de l'Union préfectorale de Kissidougou, le camarade Alpha Ouma Baridi AOB, qui a été muté arbitrairement par la directrice préfectorale de l'éducation, a été rétabli dans ses droits à la demande du ministre
de l'éducation nationale. Okay. Mais quant à l'enseignement supérieur, nos camarades mutés pour faire des grèves, nos camarades destitués ou démigrent leurs responsabilités au sein des institutions d'enseignement supérieur de Kindia, tout comme de l'AB, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le ministre Yero Baldé s'entête à ne pas vouloir rester dans l'esprit du protocole d'accord. Malgré tout ça, les négociations avaient quand même commencé. Malgré tout, les négociations, lorsque nous avons bien après la nomination de Dr Ibrahima Kassori Fofana comme Premier ministre, chef du gouvernement, une nouvelle équipe gouvernementale a été mise en place. Donc, du coup, cela a coïncidé à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Donc, la priorité du gouvernement, c'était de tenter de trouver les voies et moyens pour calmer la cité. Donc, il y a eu des rencontres avec les centrales syndicales qui ont abouti à ce que nous savons, le maintien du prix du carburant à 10 000 francs à la pompe. Donc, le Premier ministre a ordonné, a instruit à l'inspecteur général du travail de nous convoquer à nouveau pour la reprise des négociations. Et ça, c'était le... Donc, le 24 août, le vendredi 24 août 2018, nous avons reçu le courrier de l'inspecteur général du travail nous convoquant à la reprise des négociations. Qui a été même lu sur la RTG, si je me rappelle. Ça a été lu effectivement, nous invitant à la reprise des négociations autour du salaire de base minimum de 8 millions, conformément à l'article 100 du statut particulier de l'éducation. Donc, au cours de ces négociations, le constat a été que toujours des problèmes persistaient. Parce que nous, parti syndical, nous avons jugé utile de rester dans l'esprit du protocole d'accord du 13 mars 2018. Alors, notre constat a été que le gouvernement avait failli à certains de ces points inscrits dans le protocole d'accord. Donc, dès que vous êtes retrouvés à la première séance... Donc, à la première séance, nous avons fait une lecture de certains préalables. À savoir, le virement du salaire des nouvelles recrues de 2017-2018 au compte de l'éducation, l'engagement des 10 enseignants homologues de l'université de Kindia, qui, on ne sait pas quelle intention ou par quel miracle, se sont vus mis à l'écart en lieu et place de certains proches parents, des recteurs et de certains cadres du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Aussi, nous avons demandé le reclassement des admis au deuxième certificat et les prises en charge à la fonction publique et la levée des suspensions arbitraires de nos camarades syndicalistes des institutions d'enseignement supérieur telles que l'ISEC de Lambaye, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'université de Kindia et l'université de l'Abbé qui arbitrairement ont été démis de leurs fonctions pour certains et pour d'autres mutés pour des faits de grève. Donc ça faisait plusieurs autres préalables. Il y a eu autres préalables. Parce que lorsque vous êtes autour de la table de négociation, votre objectif premier, c'est de faire en sorte que, au sortir de ces négociations, qu'il n'y ait plus de remue-ménage, qu'il n'y ait plus de crise, qu'il n'y ait pas de cas non résolus. Des cas non résolus. Parce que ce sont ces cas non résolus qui entraînent à la longue d'autres crises. Alors, donc vous avez posé les préalables. Nous nous sommes dit que ces préalables... Au mois d'août passé, là. Au mois d'août passé. Est-ce que c'est l'insatisfaction de ces préalables qui ont fait que les négociations se sont arrêtées jusqu'à ce que hier vous menaciez d'aller en grève, ou qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bien, ce ne sont pas l'insatisfaction, ce n'est pas l'insatisfaction de ces préalables qui ont conduit à la suspension des négociations. Il a été constaté parce que le 29, quand nous avons posé ces préalables, le 29 août, quand nous avons posé ces préalables, la partie gouvernementale a demandé un temps
afin de pouvoir évacuer certains préalables. Alors, chose que nous avons acceptée. Donc, il était question de reprendre les négociations le 4 septembre. Mais malheureusement, à la veille du 4 septembre, puisqu'il y a des personnes qui ne veulent pas de la quiétude, parce que les crises à répétition les permettent de pouvoir débloquer des montants faramineux du côté de la présidence. Donc, ils sont passés par tous les moyens pour interpeller un des communicants du syndicat Ligue des enseignants et chercheurs de Guinée, en la personne du 3e secrétaire chargé à la communication du bureau exécutif national, membre de droit, Amara Mansa Doumbouya, pour des faits. Mais pourtant, il a été quand même accusé d'avoir. Mais il jouit de substitution des candidats. Ce n'est pas un cas de substitution. C'était pas vrai alors. C'était pas vrai. La personne ayant composé est admise. C'est elle qui est allée dans la salle, c'est elle qui a composé, mais vu la mauvaise organisation des examens nationaux, le service examen et orientation scolaire n'a pas eu le temps nécessaire pour apporter toutes les corrections aux anomalies. C'est pourquoi, durant ces examens nationaux, nous avons constaté que certains candidats du genre masculin se sont retrouvés avec des cartes d'examen avec des photos du genre féminin. On ne va pas faire le procès. Non, donc ce n'est pas, le procès, c'est pour juste vous faire comprendre que est-ce que c'est l'interpellation de Mansa donc nous peut faire que vous arrêtiez les négociations? Il y a ce qu'on appelle l'unité syndicale. Donc à la veille du 4, on vous appelle pour vous dire que Mansa... J'ai moi-même personnellement accompagné Mansa auprès de la famille de la victime arbitraire, si on peut le dire, du candidat. Voilà, de la direction des opérations d'orientation, dirigée par M. Zakaria Diallo. Alors, après l'entretien avec la famille de cette fille, j'ai été surpris du comportement de certains cadres du ministère de l'Éducation, m'ont personnellement demandé si on pouvait trouver un moyen pour éviter ce côté afin que leurs sœurs puissent continuer les études, puisque Mansa a voulu l'aider, comme ça a tourné autrement, ils ne souhaiteraient pas que le département passe par leur famille pour faire du tort à un Guinéen. Bien. Et après, Mansa est arrêté. Donc, Mansa, du coup, convoqué. Le colonel Patrice Doré, qui a eu à échanger avec le secrétaire général, le camarade Aboubakar Souma, a demandé à ce que le général accepte que Mansa Doumbouya vienne au commissariat de Lambaye, dans un premier temps, l'honorer, parce qu'il avait promis que Mansa serait présent. Et ce sont ces mêmes propos qu'il a tenus à mon égard. Bien. Donc du coup, j'ai accompagné Mansa. Arrivé au commissariat... Ça, c'était le 4 ? Ça, c'était le 3. Le 3, la veille de la reprise des négociations. Donc, arrivé au commissariat de Lambaye, on nous fait comprendre que le dossier est transféré au commissariat central de Ratoma en face du stade de Nongon. J'ai accompagné Mansa. Après audition, on nous conduit devant le commissaire central de Ratoma. À mon fort étonnement, après un échange téléphonique, je dis bien, et je suis témoin oculaire. Entre qui et qui? J'assume. Un échange téléphonique entre le colonel Patrice Doré et Alassane Diakité, chef de département du ministère de l'Éducation nationale, en ces mots, en ces propos, qui disait, oui, Mansa est bel et bien là, mais le problème est que Mansa n'est pas venu seul, il s'est fait accompagner du chargé des communications d'Islay. Du coup, l'ordre lui a été donné des mecs en garde à vue à Amara Mansa. Bien. Donc je suis resté avec lui jusqu'à 22h. Il a fallu que le général me demande de rejoindre ma famille et que le lendemain, nous allons poser cela sur la table de négociation. Bien. Donc le 4, nous nous sommes retrouvés dans la salle du CPA.
Après l'ouverture des négociations faites par le médiateur en la personne de l'inspecteur général du travail, Dr Alia Camara, le général a pris la parole en montrant son amertume, sa déception vis-à-vis de cette arrestation arbitraire du camarade Amara Mansa Doumbouya. Donc, le président de la commission de négociation de la partie gouvernementale, le chef de cabinet du ministère de la fonction publique, M. Mohamed Traoré, a demandé à ce que nous leur accordons 5 minutes. Ils sont allés s'entretenir. À leur retour, il a tenu des propos allant dans le sens d'apaiser. Bien. Et il a été solidaire. La partie gouvernementale a été solidaire. Bien. Et elle a demandé un temps afin qu'elle-même mène des investigations pour savoir les raisons pour lesquelles le camarade Amara Mansa Doumbouya a été mis aux arrêts. Bien. Donc du coup, nous les avons demandé de suspendre avec approbation la séance de ce jour, afin que nous-mêmes nous puissions aller au commissariat central de Ratoma, nous constituer en des prisonniers afin qu'on nous dise les véritables motifs de l'arrestation du camarade Amara Mansa Doumbouya. Donc depuis lors, les choses sont restées latentes. Donc depuis lors, personne ne vous a appelé. Personne depuis ne nous a appelé. Depuis le 4 septembre. Et nous sommes le 19 septembre. Et c'est lorsque nous avons obtenu la libération conditionnelle du camarade Amara Mansa Doumbouya, nous avons joint au téléphone l'inspecteur général du travail en lui annonçant la libération de Mansa. Et il était tellement content de l'entendre et il nous a dit: ok, quitte à moi de voir la partie gouvernementale pour la reprise des négociations. Ce qui n'a pas encore été fait. Ce qui n'a pas été encore ni appel, ni courrier. Ni appel, ni courrier. Vous n'avez pas reçu. Donc, depuis le 4 jusqu'à aujourd'hui, 19 septembre, aucun coup de fil de la part du gouvernement pour la reprise des négociations. Bien. Aucun courrier de la part du gouvernement pour la reprise des négociations autour du salaire de base minimum de 8 millions. Donc, est-ce que vous croyez, parce que vous aussi, vous avez commencé à menacer, à bomber les torses, vous pensez qu'entre-temps, parce que c'est après ça que, entre-temps, le Premier ministre Kassouri est passé à la RTG pour défendre ses 100 jours, avec ce ton aussi va-t-en-guerre peut-être, en disant que 8 millions, c'est pas possible, on ne va pas satisfaire de tout ça. Vous pensez que c'est ce qui a fait que ceux qui sont chargés de vous appeler autour de la table de négociation traînent les pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a une main derrière, c'est ça? Il faut se dire la vérité. En 30 secondes. Oui, c'est ça. Le Premier ministre a donné le verdict avant le jugement. Bien. Mais nous le comprenons. Nous le comprenons parce qu'il a été trompé par un groupe de jeunes se disant avoir le contrôle sur les jeunes enseignants qui entourent le secrétaire général, le camarade Aboubakar Souma. Bien. Mais le temps viendra où il se rendra compte que ces personnes ne sont pas plutôt pour la quiétude sociale, mais qui préfèrent qu'il y ait des crises afin de pouvoir développer des montants faramineux. Donc d'où votre menace de dire que si jamais on ne vous appelle pas, on ne vous adresse pas un autre courrier de reprise d'ici le 23 de ce mois, vous allez donc appeler les enseignants à ne pas répondre à la rentrée du 3 octobre prochain. C'est ça votre menace? Ce n'est pas le bureau exécutif national du SLEG qui l'a décidé ainsi. C'est plutôt le compte rendu de l'Assemblée tenue hier mardi 18 septembre au siège du SLEG où nos représentants à la base des 5 communes de la capitale Conakry, des préfectures environnantes et des préfectures de l'intérieur qui ont bien voulu effectuer le déplacement, qui ont pris la résolution sur eux. Parce que vous savez, en matière syndicale, c'est la base qui décide et le sommet exécute. On le sait. Donc, dans leur intervention, les représentants, les enseignants, dans leur grande majorité, ont dit, au cas où, d'ici le 23,
les négociations ne reprendraient pas, alors le 25 septembre, que le bureau exécutif, au nom de l'ensemble des enseignantes, enseignants et enseignants-chercheurs de Guinée, dépose le 25 septembre un avis de grève générale pour le déclenchement d'une grève générale et illimitée à compter du 3 octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'était hier, cette menace. On attend de voir si la situation va évoluer d'ici là. J'imagine que depuis hier, pour l'instant, il n'y a eu encore aucune prise de contact de la part de l'inspecteur du travail. Bien, vous savez, l'inspecteur du travail est le médiateur. La prise de décision n'incombe pas à l'inspecteur général du travail. Pour l'ouverture d'une négociation, il faut un acte ministériel. Donc, c'est le conseil des ministres, le conseil interministériel qui décide de la prise d'un acte convoquant l'ouverture d'un couloir de négociation. Chose qui jusqu'à nos jours n'est pas encore faite. Bon, on verra donc l'évolution de la suite donnée par le gouvernement à cette menace de votre structure. Et on va dépasser ce stade et parler d'une autre réalité, mais toujours concernant le milieu syndical, le SLEC. Je l'ai annoncé tout de suite, une mission du PIT était là. La mission est allée voir les membres de l'autre structure syndicale, comment j'appelle ça, finalement j'ai oublié, de l'USTG, et après ils sont venus vous voir. Mais aujourd'hui, hier vous l'avez annoncé à l'occasion de votre rencontre, vous récusez justement cette mission du BIT, vous les accusez même de partisans. Pourquoi? Et là aussi c'est une double démarche guerrière de la part du SLEC. Vous les récusez, vous dites que vous ne prenez pas part à leur action. Pourquoi? En quelques mots. Bien, ce n'est pas une démarche guerrière, c'est qu'une vérité qui est absolue et qui ne souffre d'aucune contestation. Le BIT n'est pas venu de lui-même en République de Guinée. Et ce n'est pas l'international qui se trouvant à Genève, mais c'est à côté de nous, au Sénégal, où un expert a été contacté par le gouvernement guinéen à travers le ministre du Travail pour la mise en place d'un forum national sur le dialogue social. Alors ce qu'expert, quand il est arrivé, il avait déjà dans sa valise des recommandations du gouvernement à travers une feuille de route. Et lorsque nous voulons une trêve, un pacte ou un protocole, la feuille de route doit être faite autour d'une table de négociation. On n'impose pas une trêve à une centrale syndicale ou à une fédération syndicale. On traite ensemble des problèmes et c'est à l'issue de ces rencontres qu'une feuille de route doit être. Donc quand la mission du BIT... Mais lui, il est venu, il avait déjà dans sa valise une feuille de route avec tout titre. Feuille de route vers une trêve ou un pacte. Une trêve sociale ou syndicale? Une trêve sociale. Vers une trêve, c'est ça. Feuille de route vers une trêve ou un pacte ou un protocole. Bien. Donc c'était déjà prédéfini en complicité avec le gouvernement. Donc la feuille de route proposée par l'expert du BIT, M. Faustin Amoussou, n'a pas été du goût des participants à cette rencontre du vendredi 14 septembre 2018 dans la salle de conférence de l'hôtel Millennium. Alors qu'est-ce qu'il a dit dedans? Est-ce qu'il vous dit non, le jour du forum vous allez venir signer une trêve sociale? Justement, il n'y aura plus de grève syndicale. Il faut une trêve sociale pendant qu'il y a des problèmes qui sont là, qui n'ont pas encore été résolus et qu'on nous demande d'aller vers une trêve sociale. Et d'oublier tous ces problèmes. Et d'oublier tous ces problèmes. Donc, il faut garder ces problèmes et après la trêve sociale, que ces problèmes encore explosent. Donc, avec ce genre de réflexion, pensez-vous que nous pouvons sortir ici de... Donc c'est là où vous avez retiré votre confiance à cette mission du pays. Voilà pourquoi, dans un premier temps, nous avons retiré la confiance qu'on avait placée en cet expert. Et un peu plus loin, nous lui avons posé la question de savoir. Le BIT
est l'organe régulateur des centrales syndicales. Donc, la présence du BIT garantit la sécurité et la liberté de tous les membres des bureaux exécutifs des différentes centrales syndicales. Mais lorsque, arbitrairement, le général Aboubakar Sidiki Mara a été arrêté tard dans la nuit, dans un hôtel à Boké, quelle a été l'action du BIT dans la libération du camarade général Mara de l'UGTG? Incapable de répondre. Bien. Donc aujourd'hui, c'est un manque de confiance entre vous et cette mission du BIT qui pourtant était venu pour faire de la médiation syndicale pour qu'il y ait une sorte d'accalmie dans le monde, dans l'océan du syndicalisme en Guinée. Malheureusement, le SLEG prend toutes ses distances, peut-être à risque d'être isolé, on ne sait pas. Est-ce que vous ne vous verrez pas isolé si vous désavouez comme ça le BIT? La question elle est posée. Mais nous ne sommes pas affiliés au BIT. Bien. Nous relevons de l'international de l'éducation, qui est affilié à la Confédération syndicale internationale. Nous n'avons rien à voir avec le BIT. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une fédération syndicale assister à une conférence à Genève, si ce n'est que les membres des centrales syndicales. Le BIT travaille avec les structures au sommet, les centrales, le patronat et le gouvernement, mais pas avec les fédérations syndicales scolaires. Nous sommes autonomes, nous relevons de l'international de l'éducation. Et pour terminer finalement avec vous, cet autre sujet, c'est, je le disais tout à l'heure, pendant que tout ça se passe, il y a maintenant un nouveau syndicat des enseignants qui s'appelle Syndicat national des enseignants, qui a été lancé officiellement à Kindia et qui se montre finalement comme une sorte de structure syndicale rivale au SLEG. Et vous pensiez que il y a des dessous dans certains syndicats manipulés, certains syndicats de la mouvance, ainsi de suite. Quels sont vos arguments? Bien, d'abord, en 2 minutes. D'abord, le SEN, c'est-à-dire la synergie pour nuire aux enseignants de Guinée, ne fait ni chaud ni froid. Ça, c'est vous qui appelez ça synergie pour nuire, mais eux ils disent syndicat national ne fait ni des chaud enseignants. Ni froid aux enseignants de la République de Guinée, ni même au SLEG. C'est un syndicat qui est créé pour tromper le chef de l'État afin d'obtenir quelque chose. Je le dis haut et fort et je mets quiconque au défi. On veut faire croire au président Alpha Condé qu'on est capable de résolver un certain nombre de problèmes concernant l'éducation. On l'incite à financer et après on lui présente un résultat négatif. Qui veut lui faire croire ça? Qui a Je fait quoi? cite Suleiman Keïta, chargé des missions du président de la République, Mohamed Senknabé, inspecteur disciplinaire en anglais à l'IGE, Samba Kamara, membre du mouvement de soutien Jonkin Alpha du côté de l'Abbé, Lancé Diakité, professeur de philosophie de l'université de Cancan, M. Mfali Kondé Philo, communicant du RPG, un certain Mamadi Mami Traoré, qui est enseignant communautaire, même pas contractuel ou fonctionnaire, enseignant communautaire, mais aussi communicant du RPG du côté de Nzérékoré. Alors voici ce groupe de personnes qui se cachent derrière l'effigie du parti RPG pour créer des crises, parce qu'ils se nourrissent à partir de crises. Donc c'est eux qui ont créé ce sont eux. La preuve en est que moi-même personnellement, et je les mets au défi de venir maintenant autour de cette table, j'ai été contacté par Suleiman Keïta, contacté par Morla Yatara, qui a politisé l'école à travers la mise en place d'un mouvement de soutien au professeur Alpha Condé. Donc tu as été personnellement contacté? J'ai été personnellement contacté par Suleiman Keïta, qui m'a reçu, qui est conseiller chargé des missions auprès de la jeunesse du président de la République, je le dis haut et fort, qui m'a reçu dans le bureau du directeur général de la direction des équipements et infrastructures scolaires, M. Cissé, qui est dans la cour de l'ancien ministère de l'Éducation nationale. J'ai été entretenu à la présence d'un
jeune militant du RPG. Et la dernière rencontre avec Souleymane Keïta, c'était dans le bureau du DC par intérim de la commune de Matoto, M. Morla Yatara. C'était quoi le but? Il voulait que le but, c'était d'abord comment trouver un cadre pouvant permettre une ouverture des salles de classe dans l'apaisement. Bien. Ça, c'était un premier facteur. Deuxièmement, il a compris que lorsque j'étais deuxième porte-parole du mouvement des enseignants contractuels, après plusieurs tentatives de déstabilisation des enseignants contractuels de Guinée, et il a fallu le Moïse de la Guinée, son Excellence Kibou Kamara, pour que le chef de l'État accepte de nous rencontrer. Donc c'est à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État que notre statut est passé de celui des contractuels à fonctionnaire. Bien. Donc il a vu que derrière, il y avait une équipe solidaire et formidable. Donc il est passé par la mise en place d'abord d'une association des ex-enseignants contractuels qui tenait ses réunions chaque dimanche dans l'enceinte du lycée Ahmed Sékou Touré. J'ai moi-même participé à la rédaction du statut et du règlement. J'ai même proposé le logo de cette association des ex-enseignants contractuels, où mon ami Ali Badra Kanté a été élu président et Fodé Abbas Kamara vice-président. Mais quand je me suis rendu compte que cette association avait pour seul objectif de nuire au syndicat Ligue des enseignants et chercheurs guinéens, je me suis retiré. Et le camarade Ali Badra Kanté, ne sachant pas réellement ce qui était en train de se passer, lorsque nous l'avons exposé, nous avons dit à tous nos mandats à l'intérieur que Ali Badra est en mission de Souleymane Keïta dans le but de lutter contre le SLEG, alors il a fait profit bas. C'est comme ça que le secrétaire général de la section syndicale du lycée Senghor dans la commune de Matoto à Imbaya, précisément, Michel Pépé Balamou, a été contacté par ce même Souleymane Keïta. Mais je vais vous dire, dans un premier temps, c'était au mois de mai, où c'est Lambert Théa, le général de Matam, de l'Union communale de Matam, qui a été contacté par ce même Souleymane Keïta, à travers M. Debari, de la commune de Matam. Mais vu la détermination et l'engagement de Lambert Théa, ils ont préféré faire recours vers Michel Pépé, parce que Souleymane Keïta est natif de recourir. Donc Michel Pépé qui est aujourd'hui secrétaire général de ce nouveau syndicat. Ce n'est pas le cœur qui a conduit Michel Pépé, mais c'est le matériel. Je mets quiconque au défi. Et tous les enseignants du jury des corrections de la sous-commission philosophie au bac peuvent en témoigner. Il a dit ouvertement, pour de l'argent, il est prêt à sacrifier son âme. Et je mets quiconque au défi de venir maintenant là, infirmer mes propos. Voici le deal. On leur a donné l'argent. Voici le deal. Michel Pépé à Conakry a été hébergé par une tante à lui qui malheureusement aujourd'hui est atteinte d'un cancer. Et selon le résultat et le bilan médical, il fallait un montant de 18 millions pour traiter sa tante. Et je mets quiconque au défi. Et je le mets lui-même, Pépé Balamou, au défi de venir infirmer. Donc, quand il a été contacté par Samba, par Lancé, par Nabé, par Mfali Kondé, par Souleymane Keïta, la première proposition faite par Michel Pépé, c'était le paiement de 18 millions et qu'il acceptait de rejoindre ce groupe. Au moment où nous sommes en train de parler, sa tutrice, celle-là qui l'a hébergée à Conakry, est présentement évacuée au Maroc pour des soins intensifs. Donc, par l'argent que Souleymane Keïta a donné pour qu'il soit président. Par l'argent que Souleymane Keïta allait faire croire à la présidence que lui pouvait coopter tous les jeunes qui avaient réussi à accompagner le secrétaire général du SLEG pour l'obtention des 40%. Et je le dis haut et fort, sans embâche, et je mets quiconque au défi de venir maintenant infirmer mes propos. Ce syndicat, c'est pourquoi je l'ai appelé la synergie pour nuire aux enseignants. Ce syndicat ne devrait pas être créé le 7 septembre, mais plutôt le 20. Mais ayant compris que le chef de l'État
devrait effectuer un voyage sur la Chine. Il a accéléré la procédure pour faire sortir de l'argent afin de mettre en place. Et vous dites qu'on a décaissé 190 millions. 190 millions. C'est pourquoi j'ai dit de la présidence que le Premier ministre, quand il s'est exprimé, il a eu confiance en ce groupe de personnes. Mais ce groupe de personnes va trahir le président, va trahir le peuple de Guinée, va trahir le Premier ministre, parce que c'est un groupe qui ne veut jamais qu'il y ait de la quiétude. Parce que plus il y a crise au sein de l'éducation, plus ils se remplissent les poches. Bien. Alors, ça aura été plus long que prévu, cette première partie de l'émission Café Débat, évidemment. Vous aurez vu toutes ces révélations, toutes ces dessous de la crise qui mine le secteur syndical et ce nouveau syndicat des enseignants, comme il le dit, qui a été financé par des gens tapis dans l'ombre à la présidente pour faire croire à Alpha Condé que c'est un syndicat crédible. On reviendra sur tout ça. Hein? Merci en tout cas Mohamed Bangoura, Roméo, d'être passé dans cette émission et de nous faire partager tous ces sujets. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et puis voilà, juste pour 10 minutes chrono, je reçois les deux autres journalistes dans cette émission. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat pour 15 minutes chrono, comme annoncé. Sekou Jamal Pendessa, avec moi sur ce plateau. Pendessa, bienvenue. Merci. Et Sorikandia Bangoura également à mes côtés. Sorikandia, bienvenue sur ce plateau. C'est un réel plaisir pour moi. Alors, deux sujets principaux qu'on va aborder justement. La sortie médiatique du barreau de Guinée qui justement là aussi vient condamner les démarches des 8 conseillers à la Cour constitutionnelle, je l'ai annoncé à l'entame de l'émission, et puis crise autour du port autonome de Conakry, le responsable syndical qui depuis hier a des soucis judiciaires. Mais avant, on va ensemble d'abord regarder cette image à l'occasion de l'arrivée du président namibien, le président Alpha Condé, qui a tout simplement oublié le protocole parce qu'il est très content ou très distrait. En tout cas, il aura pour quelques minutes oublié qu'il a invité quelqu'un chez lui. C'est avec un léger retard que l'avion du président namibien a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. Son homologue guinéen n'a pas fait exception à cette règle. Hadj Djengob est resté à bord de son avion pour attendre Alpha Condé, qui lui également était en retard. À la descente d'avion de Hadj Djengob, Alpha Condé est allé à la rencontre de son hôte. Les deux hommes se serrent la main de façon brève avant l'accolade. Puis, Alpha serre la main à la First Lady de la Namibie. Ensuite, c'est l'exécution des hymnes nationaux des deux pays qui sera suivie par la revue des personnalités présentes à l'accueil. Justement, à ce niveau, le président Alpha Condé, distractif parfois, va laisser son hôte seul avec son chef protocole. Pendant ce temps, il donne un coup de poing à son ministre conseiller Marc Yombono au ventre. Un arrêt de discussion momentané avec Thierno Ousmane Diallo, ministre du Tourisme. Après un bref tête-à-tête au salon d'honneur, le temps pour permettre à la presse de prendre des images sans pour autant accepter une interview, les deux hommes d'État ont quitté l'aéroport, direction Kaloum, pour l'installation du président namibien à sa résidence. Et voilà, on a été un tout petit peu curieux pour regarder un peu plus dans les détails, afin qu'on est un peu plus distrait. Oui, quel regard, est-ce que vous avez suivi ça hier? Bon, forcément, puisque c'est votre journal. Hein, oui, quand on a vu ces images-là, ça a attiré notre attention. Côté rédaction, on dit qu'il faut ressortir cet aspect-là justement, puisqu'il s'agit quand même
des protocoles. On sait que le protocole a des règles qui sont très exigeantes, mais des fois il se trouve que le chef de l'État les ignore expressement souvent. Il commence par présenter les membres du gouvernement et autres personnalités venues accueillir son hôte. Et juste quelques minutes après, il laisse le monsieur tout seul. Il est distrait, il laisse le monsieur tout seul, il s'occupe d'autre chose, comme s'il n'y avait rien, quoi. Il se met à blaguer, il tape Marc Mbouno au ventre, il vient causer avec Tcherno Ousmane, etc., etc. Mais moi, quand j'ai analysé en profondeur, je me suis dit il était en train de faire de la communication politique pour tromper l'opinion, faire croire aux gens qu'il n'est pas affecté par tout ce qui arrive dans son pays. Comme problème, comme crise. On sait qu'il y a des crises sociales. Le port autonome est là, le SLEG a annoncé la Cour constitutionnelle. Il y a problème là-bas, là aussi il est accusé. Et puis vous savez l'affaire de 21 millions d'euros à la Banque centrale. Son fils est accusé dans l'affaire Al-Bayra. Tout ça, vous comprenez? Donc il dit il faut que je sorte comme un président fort, serein, et puis qui n'est affecté par rien. C'est le message qu'il veut véhiculer. Je ne sais pas si le message est forcément perçu, mais c'était le but de cet amusement. C'est ce que vous voyez derrière cette déconcentration un peu, on va dire, exagérée pour certains du président Alpha Condé. Oui, Kandia, est-ce que autrement aussi c'est la confirmation de ce que tout le monde dit tout le temps, que le président ignore toujours les protocoles quand il s'agit de lire les discours, quand il s'agit d'observer certaines choses, ainsi de suite, rapidement. Je vous remettre un peu dans l'histoire. Vous vous souvenez que lors de son investiture en 2015, pour sa deuxième réélection, pour sa réélection, vous vous souvenez qu'à cause de cette distraction, on était obligé de reprendre un peu la prestation de serment. Vous vous souvenez de ça? Et loin de là, quand on parle de communication, alors ce que Pendes a dit, si c'est vraiment le cas, si c'était une communication, je dirais que ce n'est pas une bonne communication. Vous invitez un président étranger, il vient, vous êtes son hôte, et vous venez jusqu'au niveau où vous êtes en face de deux généraux, notamment le Koumali Sangaré et le ministre, le général Bafoué, et à côté du président du Parlement, Claude Kouri-Kondiano. Directement vous relâchez finalement celui que vous accompagnez. C'est vous qui êtes en train de présenter les officiers, ceux qui sont venus, les ministres qui sont là, et vous le laissez continuer comme ça avec votre chef protocole. Pratiquement, je dirais que cette personne, est-ce que ça dépendra aussi de ce que ce président est venu chercher en Guinée. S'il est venu dans le cadre d'une invitation ou de coopération, est-ce qu'il va nous prendre au sérieux? Et je me dis que si le président veut afficher l'air décontracté devant l'opinion, c'était pas le lieu, c'était pas sur le tarmac, c'était peut-être dans le salon où là on prend des photos, mais je pense que si c'est une communication, son conseiller à l'image ne l'a pas bien conseillé. Ou sinon son protocole. En tout cas, est-ce que vous avez vu les choses de la même manière en regardant ces images hier? En tout cas, c'était un peu l'œil curieux de cette émission Café Débat. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut faire remarquer, c'est que tous les chefs d'État, de part et d'autre, ont accusé du retard. Son hôte qui est venu en retard est lui-même venu en retard pour l'accueillir, au point que le président namibien a dû passer un peu de temps enfermé dans son avion avant d'être reçu au pied donc de son avion à part Alpha Condé. C'est les Africains. Bon, c'est les Africains en tout cas. Bon, on va passer donc à autre chose. Et là aussi c'est une autre image qu'on va ensemble regarder. La sortie du barreau hier à travers ce point de presse qui non seulement dénonce la démarche des conseillers, mais les demande humblement même de démissionner par humilité. Le barreau de Guinée, qui avait pris du recul à se prononcer dans la crise qui sévit à la Cour constitutionnelle, a fini par donner sa position dans la matinée de ce mardi. Le président de l'Ordre national des avocats de Guinée et ses collègues se sont prononcés sur la notion d'empêchement évoquée par les 7 conseillers de la Cour constitutionnelle. Pour Maître Mohamed Traoré et les autres avocats, la décision de destitution de Khalifa Sall n'est pas fondée. Dans cette affaire, est-ce qu'il y a empêchement? Au sein du barreau, nous disons catégoriquement qu'il n'y a pas d'empêchement. Il n'y a pas d'empêchement. Et que c'est une notion que la Cour a voulu simplement galvauder pour
essayer de se débarrasser du président de l'institution. Donc aujourd'hui, manifestement, c'est une décision qui n'est pas fondée sur le plan juridique. Sur le plan formel, la rédaction de la décision n'a pas obéi à la règle selon le barreau de Guinée. Dans la décision qui a été rendue par les 8 juges, on procède par référence à un acte extérieur à la décision, à savoir le retrait de confiance ou la motion de défiance. Donc sur le plan même de la respectabilité de la Cour, sur le plan même de la crédibilité de la Cour, une telle décision pose problème. Parce qu'il s'agit d'une décision venant de ceux qu'on appelle habituellement les sages. Si les sages peuvent produire une telle décision, je me demande encore une fois, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux juridictions inférieures lorsqu'il y a des anomalies? Pour le bâtonnier de l'Ordre national des avocats de Guinée, la seule voie par laquelle la Cour constitutionnelle peut se rendre crédible aujourd'hui reste une démission collective de ses membres. La seule voie qui reste aux membres de la Cour constitutionnelle, vu le caractère vraiment critiquable de cette décision et vu, disons, la grave atteinte qui est portée à la crédibilité même de l'institution, c'est qu'il y ait une démission collective de l'ensemble des membres de l'institution, parce que même si l'arrêt a été retiré, les relations entre les membres ne sont plus bonnes. Il n'est pas exclu après qu'on assiste à une 3e, 4e, 5e crise. Voilà, maître Mohamed Traoré, bâtonnier, on vient de le suivre. Prenez sa réaction à chaud. Oui, il faut dire que c'est l'une des sorties les plus attendues. Vous savez, depuis qu'il y a eu, que cette crise a commencé, il y a eu des déclarations des juristes, mais des déclarations isolées. Vous comprenez, un individu qui parle, il y en a qui prennent même le soin de préciser, je parle en tant que juriste et non en tant que telle association. Vous comprenez, mais cette fois-ci c'est symbolique, c'est le barreau et c'est cette corporation qui renferme les avocats accrédités du pays. Vous comprenez, ça veut dire que nous avons une partie importante de la crème intellectuelle, surtout de la communauté juridique et judiciaire, qui s'est prononcée. Et je connais très bien beaucoup d'avocats pour avoir été, je le suis d'ailleurs, un journaliste spécialiste des questions juridiques et judiciaires, ou de droit tout court. J'ai couvert beaucoup de procès, j'ai rencontré beaucoup de ces avocats dans les salles d'audience, je sais de quoi ils sont capables, combien de fois ils comprennent les questions de droit. Bien. Donc, ils ont pris tout le temps nécessaire pour analyser tous les documents y afférents, analyser, et ils ont fait une sortie. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Donc, parfaitement... nos soi-disant sages à la Cour devraient faire appel à leur humilité, alors, à leur sagesse. Et c'est en tout cas l'appel lancé par le barreau, je ne sais pas s'ils vont en tenir compte. Bien. Mais ce qui reste clair, les explications données sont tellement claires, si fait qu'on n'a pas à se casser la tête. Mais ce qu'il faut ajouter, le bâtonnier lui-même, maître Mohamed Traoré, a fait une publication sur sa page que j'ai lue, là où il est venu encore tacler le communiqué que ses conseillers ont fait passer à la RTG. C'est-à-dire dans le communiqué, c'est un aspect qui allait échapper à l'opinion. Ils ont dit quelque part qu'elle n'est pas est révoqué de sa fonction de président de la Cour, mais il reste membre de la Cour. Au même moment, on lui reproche des faits que sont la mauvaise gouvernance, la gestion opaque, donc de détournement. Alors qu'il s'agit des infractions, lorsqu'un membre de la Cour les commet, il doit automatiquement perdre sa qualité de membre de la Cour. Quitter carrément. Quitter carrément. Comment est-ce que vous voyez la contradiction? Vous lui reprochez ces mêmes infractions, vous dites qu'il est encore membre de la Cour. C'est qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs de ce dont ils le reprochent. Oui, ils ne maîtrisent pas réellement la chose. Oui, et quand il y a rapidement aussi là-dessus, réaction quand on a vu cet élément, est-ce que ça veut dire qu'il y a un moment, les 8 conseillers doivent, usant de l'humilité, de la sagesse donc qui doit les caractériser à la Cour,
revenir sur cette décision rapidement. Revenir sur cette décision, je dirais oui, mais d'abord je répondais à la question tout à l'heure de Pendessa quand il a fait ressortir un peu cette contradiction des membres de la Cour constitutionnelle, de ces 7 commissaires. On ne peut pas prétendre être dans une maison et se voir marcher de l'autre côté sur l'autoroute quand même. Donc on ne peut pas parler sur le même document, se contredire. Donc ça c'est un. De deux, il doit faire bien sûr preuve d'humilité. Parce que tout le peuple de Guinée, et en tout cas tous les leaders d'opinion, les partis politiques, la société civile, les hommes de droit, les spécialistes des questions de droit, même un agrégé, si j'ai bonne mémoire, la bonne information, le seul agrégé des questions constitutionnelles, Maître Diobelimou, a refuté ces comportements. Donc je ne vois pas pourquoi ils ne reviendraient pas sur leur décision. Mais cela m'amène à me poser une question. Si vous voyez que ces 8 conseillers ou 7 conseillers sont agrippés, moi je me dis qu'ils sont quelque part la phase visible de l'iceberg, qu'il y a quelque chose de plus consistant en dessous. Alors oui, Pendessa, pour terminer avec ce sujet, pendant ce temps, il y a cette mobilisation spontanée qui s'est faite aujourd'hui, appelée par le balai citoyen, mais rejoint par plusieurs partis politiques. Est-ce que ça pourrait aussi mettre de la pression et faire changer les choses peut-être en 30 secondes? Moi je dirais même pas pression, je dirais que c'est un rappel, dire que vous avez oublié, vous êtes trompé, le peuple, puisque c'est la société civile, on peut élargir ça au peuple, où les citoyens disent de revenir en arrière. De reconsidérer votre position. De reconsidérer votre position, c'est pas compliqué, il ne peut pas être plus intelligent que tout le monde. Et le cas qu'elle fasse, ça va au-delà de sa personne. C'est toute la République qui est en jeu. Par conséquent, tout le monde est concerné. Et je pense que chacun doit s'y mettre. Quand il y a la démarche de balai citoyen, ce sitting. Ce sitting, je dirais que c'est une bonne chose, puisque déjà, à part eux, il y a les partis politiques qui ont commencé à répondre à l'affaire, c'est-à-dire aller les soutenir. Mais moi, je m'interroge un peu sur la forme. Faire un sitting de 1 heure, 2 heures du temps, pour ces genres de comportement, je me dis que ce n'est pas la bonne. Vous venez pour une cause. En principe, s'ils doivent tenir les sittings, ils doivent se préparer conséquemment, rester devant la Cour constitutionnelle tout le temps jusqu'à accéder à leurs revendications. Mais ces genres de sittings, le Guinéen commence à être habitué à cela, ça ne va pas les ébranler trop. Non, moi je pense que comme on le dit, on est avec des sages, s'ils méritent ce titre, c'est juste un signal. On va voir la suite. Peut-être ils vont comprendre le message. En tout cas, le cas Port Autonome Conakry, on reviendra là-dessus sans doute demain. Et puisque le responsable syndical est déjà devant la justice, qu'est-ce qui en résultera? Demain ou après-demain, nous reviendrons là-dessus. Pendant ce temps, on ne peut que vous dire merci de votre attention. Merci Pendessa d'être passé. Merci Kandia d'être passé dans cette émission. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Ce fut un plaisir de vous avoir servi aujourd'hui. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.